Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je suis aujourd'hui en compagnie de Shaban Sham, PDG et fondateur de Everdream Soft, créé en 2009, et plus précisément et plus récemment, CEO et cofondateur de Wakweli, c'est le dernier né de tes projets. Tu es dans la blockchain depuis plus de 10 ans maintenant, et ton premier NFT a été créé en 2014, et Wakweli s'inscrit tout simplement dans une continuité de tes expériences passées et d'une vision beaucoup plus globale sur les technologies, notamment blockchain, NFT et tokenisation des usages. Je vais rappeler très rapidement quelques chiffres, même si Wakweli est né récemment, c'était en janvier 2022, fin 2021, début janvier 2022. Wakweli signifie véridique, la vérité, deux vérités, et vous allez comprendre tout au long de cet échange pourquoi il y a du sens par rapport à cette signification. C'est directement traduit du Swahili, c'est une langue Boutou, et tu pourras d'ailleurs, Shaban, nous en dire un tout petit peu plus pendant cet échange. L'équipe est composée d'une vingtaine de personnes internationales, le siège étant Catalu, basé en Suisse, à Genève, me semble-t-il. On parle ici d'un marché de près de 16 000 milliards de dollars, des chiffres qui font complètement rêver. Votre mission, extrêmement simple, devenir l'autorité de certification, décentralisation, interchaîne délivrant un certificat d'authenticité pour tous les actifs tokenisés. On en parle énormément sur la chaîne des rois du Bitcoin. Vous inspirez à devenir la référence de confiance de l'écosystème décentralisé pour préserver l'intégrité des marchés, des actifs tokenisés et de mieux piloter sa liquidité. Les valeurs de Wakweli, elles sont extrêmement simples. Authenticité, intégrité, sérénité et transparence. Pour conclure et avant de te présenter, j'aimerais te citer. Ma vision est que la blockchain va changer l'économie et la façon dont nous vivons encore plus qu'Internet. La véritable propriété de l'actif numérique est la première étape d'un profond changement de paradigme. Shaban, peux-tu prendre quelques minutes pour te présenter à la communauté et on pourra commencer cet échange juste après. Avec plaisir. Merci Vincent. Alors, comme on m'a présenté, donc Shaban Chamé, fondateur d'Everdream Soft et par la suite Wakweli. Donc Everdream Soft, on a commencé l'aventure en 2010 comme studio gaming. Et en 2015, on a décidé d'utiliser, 2014-2015, on a décidé d'utiliser la blockchain. À cette époque, il n'y avait que le Bitcoin, on va dire, Ethereum n'était pas encore sorti, mais d'utiliser la chaîne Bitcoin pour y stocker des choses qui ne sont pas financières, mais des actifs de jeu. Et donc, c'est là que je me suis vraiment inscrit dans cette mouvance. Et à cette époque-là, c'était pas trivial du tout. C'était vraiment les gens comprenaient à peine ce que c'était le Bitcoin. Et encore de dire qu'on allait mettre des images ou des choses qui sont de jeux sur une blockchain, c'était complètement fou. Et donc, on a lancé le jeu Spells of Genesis. On a fait une ICO en 2015, Bit Crystal. Ça s'appelait même pas encore ICO à cette époque, et qui nous a permis de développer le jeu Spells of Genesis, et qui continue toujours aujourd'hui, et dont les cartes maintenant sont considérées comme vintage parmi la première collection de crypto collectibles. Elles ont gagné beaucoup en valeur. Et en fait, donc vraiment la vision qu'on a, nous, c'est vraiment de créer les prochaines utilisations de demain. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de comprendre comment la blockchain va transformer nos vies, nos façons de vivre et de travailler. Et donc, Wakweli, qui, comme tu l'as dit, veut dire la vérité, ceux qui disent la vérité, en Swahili, qui est la langue qui est parlée au Kenya, Tanzanie. Mon père étant de Zanzibar, qui se trouve en Tanzanie, d'où l'inspiration pour ce nom. Merci infiniment pour cette présentation, Shaban, et je conseille et je préconise à l'ensemble de la communauté qui ne connaissent pas Zanzibar d'y aller faire un petit tour. Ce sont des vues et des paysages paradisiaques. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler vérité, on va parler Web3, blockchain, NFT, authenticité. Mais avant cela, j'avais une première question pour bien poser en fait les jalons de cet échange.
revenons à l'idée de départ de Wakwili. En fait, il y a 1001 projets pour qu'on pourrait construire autour de ces nouvelles technologies blockchain. On parle de la DeFi, on parle des NFT, on parle de l'immobilier, on parle de vraiment des... C'est en fait inimaginable le nombre de cas d'utilité, de cas d'usage qu'on pourrait en fait mettre et encapsuler dans des projets crypto. Pourquoi finalement avoir décidé de se concentrer sur le concept d'intégrité? Pourquoi vouloir en fait devenir la référence de confiance de l'écosystème décentralisé? Alors, la réponse est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de solution sur le marché qui réponde à cette problématique-là pour tout ce qui est décentralisé. Donc, si on regarde les technologies comme le Bitcoin, proof of work, preuve de travail, le proof of stake, c'est en fait une façon de garder un registre de manière décentralisée. Alors aujourd'hui, pour certains, ça paraît trivial, mais ça l'a pas toujours été. Donc quand Satoshi a donné son white paper, en fait, on a beaucoup de peine à comprendre pourquoi, qu'est-ce que la décentralisation, à quoi ça sert. Euh, pour ce qui est d'un registre, comme le Bitcoin par exemple, une machine peut faire le travail, donc la preuve de travail, elle peut calculer, faire des additions, addition, soustraction. Si une personne envoie des tokens à une autre personne, la machine peut dire quelle est la balance finale de l'utilisateur. Ensuite, on a eu ces autres cas d'usage tels que le NFT qui est arrivé, où en fait on associe à un jeton, on associe un actif, par exemple une image, par exemple une musique, un droit de propriété, ou peu importe. Les blockchains actuelles permettent de certifier et de garantir que ce jeton n'est pas dupliqué, n'est pas, enfin, il est complètement transparent, non duplicable. Donc, il a des propriétés qui sont parfaites. Et ça, c'est le jeton en lui-même. Donc, on ne peut pas le dupliquer. Ça a été vérifié par les blockchains. C'est pas possible. Par contre, le sous-jacent, c'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le sous-jacent. C'est-à-dire que si autant je ne peux pas copier un jeton, je peux copier une image. Je peux tokeniser une image qui n'est pas la mienne. Je peux tokeniser un terrain, dire que c'est mon terrain, je l'ai tokenisé, mais qui garantit qu'il y a un vrai lien entre le token et l'asset? Et ça, c'est encore assez peu compris, mais on le comprend un peu avec tous les scams, par exemple, qui arrivent. Quelqu'un crée un faux Bored Ape, par exemple, ou une fausse carte Spells of Genesis, et va le vendre à un prix extrêmement élevé, et la personne va perdre son argent. Donc, elle aura bien un token, il n'y a pas de souci, on peut auditer sur le smart contract ou sur la blockchain qu'elle a bien un token, mais par contre, elle n'a pas le sous-jacent associé qu'elle pensait avoir. Pour les scams, c'est trivial. Il y a d'autres cas moins triviaux. Par exemple, si je dessine un Spider-Man, un super Spider-Man, je dis que c'est mon art, mon NFT, je le mets sur OpenSea, je le vends, et ensuite Disney ou Disney, Marvel viennent et disent à OpenSea non, ce Spider-Man en fait il n'existe pas parce que c'est notre propriété intellectuelle. Donc vous allez me retirer ça de votre plateforme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La personne a un token, elle peut le prouver, elle peut prouver qu'elle l'a acheté, il est non duplicable, on ne lui a pas retiré son token. Par contre, le sous-jacent qu'il représente a complètement disparu. Donc, sachant cela, un élément essentiel qui manque dans toutes les opérations décentralisées, c'est de dire, mais qui garantit qu'il y a un lien entre le jeton et le sous-jacent? Et aujourd'hui, c'est des plateformes centralisées.
c'est par exemple OpenSea qui va montrer l'image associée à un jeton. Euh, Ça va être différentes plateformes et ces plateformes peuvent décider de blacklister, de retirer euh, l'actif. Donc, il manque quelque chose dans un monde décentralisé qui permette de garantir ce lien. Et ce qui permet de garantir, alors, on peut passer par des personnes centralisées, des entités centralisées, par exemple un notaire, par exemple différentes choses qui existent, mais dans un monde décentralisé où il y a énormément de création de valeur qui se fait tous les jours, on a besoin d'un système qui va garantir ce lien. Et ça n'existait pas. Et c'est pour ça qu'on se doit en fait de le construire pour pouvoir faire avancer euh, on va dire l'humanité dans la décentralisation qui est maintenant galopante. Merci Chaban, tu as répondu à plusieurs questions que je voulais te poser. Tu es allé plus vite que je ne le pensais. Mais c'est pas grave parce que je reviendrai sur des cas d'application assez pratiques. Et d'ailleurs, on vous montrera une petite vidéo qui a été réalisée par Antoine par rapport à comment on fait pour pouvoir certifier un NFT. Et ça donne une transition logique puisqu'on va parler de City et Cross the Edges. Cross the Edges, pourquoi? Puisque vous avez fait une apparition il y a quelques semaines en arrière et vous avez d'ailleurs certifié en direct un NFT ou une carte NFT de Cross the Edges. Et ça a été fait en quelques minutes et c'est quelque chose qu'on attend d'ailleurs et que beaucoup de votre communauté actuellement qui vous suit depuis quelques mois maintenant attendent parce que c'est bientôt live, hein, ce type de possibilités. Donc vous étiez au Palais Brognard, hein, notamment en compagnie de Samy, c'est le fondateur et le CEO de Cross the Edges. Vous avez donc vous avez en live en fait certifié cette carte NFT. En fait, comment cela s'articule? On va essayer de rentrer un petit peu derrière le miroir finalement dans cette question, puisque on peut trouver beaucoup d'informations, beaucoup de textes en fait sur Internet, mais j'aime bien en fait quand j'étais en fait en face de moi, aller essayer d'aller derrière le miroir. Comment ça s'articule en fait? Est-ce que c'est facile et accessible pour les détenteurs de cartes NFT? En fait, est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, pour faire connaître et utiliser Wakwili, des applicatifs, des apps, ou je crois qu'il y a d'ailleurs une extension Chrome qui devrait arriver. Je me mets vraiment dans la peau d'un utilisateur, j'ai plein de NFT, puis voilà, Wakwili, j'y crois, il n'y a pas de problème, merci d'ailleurs à la communauté de m'en parler, et j'aimerais l'essayer, quoi. Et qu'est-ce qui était prévu dans les prochaines semaines? Là, je vous ai mis la feuille de route sous les yeux. Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus, Chaban, à ce sujet? Alors oui, j'espère que je ne vais pas trop me faire taper dessus par par les équipes de communication. Alors, déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que on pourrait apparenter Wakwili en tant que projet à des projets comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Solana, par exemple. Donc, vraiment des protocoles en eux-mêmes. Et si je prends par exemple Ethereum, les applications qu'on peut faire via Ethereum sont très très nombreuses. On peut faire de la DeFi, on peut faire du gaming, on peut faire plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes. C'est aussi le cas avec Wakwili parce que c'est un protocole en lui-même. Donc, toutes les utilisations qu'on fait aujourd'hui ou que je vais décrire aujourd'hui représentent en fait les premières applications que nous, on met en place, mais on invite les développeurs à venir avec d'autres idées. Donc, comme tu l'as dit, nous, on vient du gaming, NFT, on a inspiré ce mouvement. Donc, pour nous, c'est tout naturel d'appliquer la technologie Wakwili dans le NFT, le gaming. Donc, on a parlé, Cross the Ages, notre jeu à nous, Spells of Genesis, aussi un jeu de cartes à collectionner. Donc, naturellement, on est proche en termes de synergie et puis de vision. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on discute maintenant avec différents acteurs. Et ce que moi, je suis un fervent croyant que le Wakwili va être extrêmement utile pour tout ce qui est user-generated content. Donc, de tout ce que les utilisateurs, en fait, vont créer comme contenu eux-mêmes pour être intégré dans des métavers, par exemple, ou pour être intégré dans des jeux
Wakwili joue un rôle essentiel parce qu'en fait, il y a tellement de contenu qui est créé, par exemple, pour un métavers, que les promoteurs du métavers n'ont pas les ressources pour vérifier chacun des assets qui a été créé pour être intégré. Et si on veut pouvoir scale la décentralisation, c'est-à-dire permettre aux gens de contribuer au projet, à la création, donc par exemple contribuer à un jeu, contribuer à un métavers, il faut qu'on ait des outils qui permettent de s'affranchir d'avoir juste une team de compliance, mais d'avoir quelque chose qui soit régulé par la communauté. Donc, une des prochaines étapes importantes, on va dire, en interne qu'on va faire, c'est qu'on va certifier déjà les cartes Spells of Genesis, qui sont les nôtres, et on va ouvrir la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre contenu et du fan art certifié, qui est un changement de paradigme important pour tout ce qui est DAO, organisation décentralisée, où en fait on laisse le pouvoir créatif aux utilisateurs tout en s'assurant qu'ils ne sont pas en train de voler de la propriété intellectuelle, mettre des choses qui ne sont pas correctes, etc. Et on va lancer donc ces prochains mois une version alpha ouverte du protocole sur lequel on peut potentiellement certifier, n'importe qui peut soumettre des NFT qu'il voudrait certifier, tester avec une extension Chrome, t'en as parlé, donc qui va sur OpenSea dire cet NFT est certifié ou pas. Donc ça, c'est la version très ouverte. Et on va aussi travailler sur des verticales avec des partenaires sur des produits spécifiques. Donc j'en ai parlé sans vouloir trop en dévoiler, mais par rapport à nos produits en interne. Mais on est en discussion avec des grosses plateformes qui donnent la possibilité aux utilisateurs de créer leur contenu. Et l'idée, ça va être d'onboarder en fait ces plateformes. Et on a aussi une task force dans un domaine complètement différent avec via un partenariat qu'on a fait avec une startup à Genève qui sont dans les ESGs, donc c'est responsabilité sociale d'entreprise. Alors c'est un peu moins mon domaine, mais pour certifier par exemple les crédits carbone. Alors ça c'est quelque chose de complètement différent, mais il y a des grosses problématiques, c'est que les crédits carbone s'échangent, se vendent, donc c'est le droit de polluer d'une entreprise. Et en fait, on va planter une forêt, par exemple, et puis vendre cette parcelle en disant, ben voilà, j'ai compensé mes émissions. Mais le problème, c'est que la forêt a peut-être brûlé, la parcelle est peut-être détruite, mais elle continue à se vendre et personne ne vérifie que ces crédits sont authentiques. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation sur lequel on est en train de travailler avec des partenaires et qui se mettra en route d'ici la fin de cette année. Donc, on va dire vraiment nos gros focus, c'est NFT, art, gaming et tout ce qui est crédit carbone élargi ou responsabilité d'entreprise. Des grandes briques, en fait, finalement, pour essayer déjà de mettre un premier pas à cette technologie-là, qui permettent, oui ou non, de voir s'il y a une réelle utilité, s'il y a un réel engouement par rapport à Wakwili. Et puis, honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps à regarder sur les différents médias, sur ton site internet, sur le livre blanc, etc. En fait, c'est plutôt rare d'avoir des idées aussi claires, avoir une vision aussi claire de là où on veut aller. Et je pense que c'est important de le souligner ici. On va aller un tout petit peu plus loin, même si c'est un peu technique, et je peux le comprendre pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. On essaie vraiment de le vulgariser au maximum. Pour parvenir en fait à ce résultat-là, j'ai annoté sur mes notes que vous travaillez sur le concept de la théorie des jeux. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un tout petit peu davantage par rapport à ce concept-là? Comment vous l'intégrez en fait dans votre mécanisme de certification? Là, je me positionne plutôt comme un investisseur, donc juste avant plutôt un utilisateur, maintenant plutôt investisseur. Et si je comprends bien, c'est ultra intuitif, ce sera facile, une extension Chrome, des partenariats qui vont venir, donc très probablement que j'aurai même pas besoin, moi de mon côté, j'aurai 2 boutons à cliquer pour pouvoir certifier mes fan art, etc.
Mais concrètement, en fait, comment ça marche? C'est quoi, en fait, quelle est la techno derrière? Et là, je me positionne plutôt comme investisseur pour dire, OK, l'histoire, elle est belle, le produit m'a l'air sympa, mais il me faut peut-être un tout petit peu plus pour y mettre le premier pas. Alors, avec plaisir. Donc, je vais prendre, pour simplifier, je vais prendre l'exemple d'Ethereum. Ethereum, le fonctionnement d'Ethereum, en fait, ce qui s'appelle Proof of Stake. Donc, l'idée du Proof of Stake, c'est que Ethereum, c'est un registre d'État et qui permet de faire des smart contracts. Et on a une monnaie dessus qui s'appelle l'Ether. Et l'Ether permet de faire des transactions pour changer ce registre. Et ce registre, donc, il est maintenu par des nœuds, euh, des nodes. Et en fait, lorsqu'on fait une transaction sur Ether, on va mettre à jour le registre des nodes. Et pourquoi les gens ont envie de tenir ce registre, les nœuds, c'est parce qu'en fait, ils reçoivent potentiellement l'argent qui est généré par les utilisateurs et par les transactions qui sont faites, en plus d'un certain nombre d'Ether qui est généré. Donc, plus on a de nœuds, plus le système va être sécurisé. Et derrière, on met un enjeu. Donc, les gens qui opèrent ces nœuds, ils mettent un enjeu, ils mettent des Ethers en enjeu. Parce que dans un système décentralisé, on peut faire confiance à personne. Donc, les gens peuvent modifier ce registre de manière mal intentionnée et potentiellement créer de fausses transactions. Mais tout le monde met un enjeu de sorte à ce que s'il y a un tricheur, plusieurs tricheurs, ils vont perdre les Ethers qu'ils ont mis en enjeu dans leur nœud. Donc, on a intérêt à être d'accord avec tous les autres parce que si on fait des choses, si le nœud fait quelque chose qui est rejeté par le consensus, on risque de perdre les Ethers qu'on a mis en enjeu. Donc, plus on a de personnes qui mettent un enjeu dans ces nœuds, plus le réseau est sécurisé. Et ça marche. La preuve, Ethereum marche. Le protocole lui-même n'a jamais été attaqué, de même que Bitcoin n'est jamais tombé par défaut de consensus. Pour Wakweli, euh, on a le problème ou l'opportunité que la certification, c'est du travail humain. Donc, on ne peut pas le confier à un nœud, donc un ordinateur qui nous dise si quelque chose est authentique. Potentiellement, on a besoin que quelqu'un mette son approbation. Et pour ça, on a dû trouver un système, on a dû inventer un système, donc qu'on appelle Proof of Democracy, par opposition au Proof of Work du Bitcoin, Proof of Stake de l'Ether que je viens d'expliquer. Proof of Democracy, c'est en fait la valorisation du travail humain derrière et qui va garantir que les gens n'essayent pas de tricher. Et donc, du coup, comment ça marche? Un peu de la même façon qu'Ether, où on met de l'argent, des Ethers dans un nœud, ici, on va faire un travail. Donc, par exemple, tu crées une œuvre d'art, je te connais, Vincent, je sais qui tu es, tu crées une magnifique œuvre d'art et tu vas demander certification au réseau. Et peut-être, moi, je vais te la certifier parce que je sais que c'est toi. Je vais mettre un enjeu, je vais mettre des tokens dans le certificat que j'ai émis, donc en sorte de garantie que je mets. Et donc, à ce moment-là, si l'œuvre d'art, en fait, c'était une œuvre de Picasso que tu avais volée, n'importe qui sur le réseau va voir qu'il y a un certificat qui dit que ce magnifique tableau, disons la Joconde, prenons l'exemple de la Joconde, admettons que tu l'as créé, tu la soumets, quelqu'un va voir et va dire non, mais ça, c'est pas Vincent qui a fait, c'est quelque chose qui existe. Et donc, dans le certificat, il y avait un enjeu et la personne qui va dénoncer, potentiellement, elle va pouvoir gagner l'argent que moi j'avais mis dans le certificat frauduleux, en fait, dans ce certificat frauduleux. Donc, elle va faire une dénonciation.
Elle va dénoncer, elle va dire c'est frauduleux et elle va mettre aussi, cette personne-là va aussi mettre un enjeu. Elle va mettre, par exemple, 100 dollars, disant, voilà, moi je mets 100 dollars dans ma dénonciation euh, parce que c'est un faux. À ce moment-là, le cas va être distribué à un autre certificateur, c'est-à-dire un autre nœud, mais qui, en fait, qui est du travail humain, qui va recevoir le cas et qui va devoir trancher. Et lorsqu'il va trancher, il va devoir mettre un enjeu dans sa décision aussi. Donc, il a une incentive à dire la vérité et à ne pas essayer et de pas bâcler son travail parce que même la décision qu'il a rendue va pouvoir avoir un impact financier pour lui. Donc, s'il fait bien son travail, potentiellement, il gagnera plus de tokens. Donc, celui qui a émis le certificat frauduleux va perdre ses tokens au profit du juge qui aura jugé le cas. Donc, ça, c'est dans les cas frauduleux. Mais dans la plupart des cas, en fait, lorsqu'un certificateur fait son travail, en fait, il va immobiliser des jetons dans le certificat. Et en fait, ces jetons vont lui rapporter du yield tant que comment est-ce qu'on peut traduire du yield en français? Des rendements? euh, Des rendements, euh, va lui rapporter des rendements tant que personne attaque le certificat. Donc, s'il fait bien son travail, potentiellement, il va gagner plus d'argent que ce qu'il a mis en garantie dans le certificat qu'il a fait. Et est-ce qu'il y aura aussi un impact par rapport à des transactions qui seront faites, notamment sur OpenSea ou des choses comme ça? Si je suis certificateur, est-ce que si c'est vendu x10, est-ce que je récupère une partie de la transaction ou pas du tout? Alors non, parce que le certificat est indépendant de la blockchain sur lequel elle est exécutée. Alors, c'est un large sujet parce que, par exemple, OpenSea vient d'annoncer qu'ils enlèvent les royalties sur les transactions. Hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme OpenSea, les royalties, c'est quelque chose qui n'est pas décentralisé. C'est la plateforme qui décide si elle met des royalties ou pas. Donc, ce n'est pas une information qui est directement sur la blockchain. Tout comme Wakweli ne pointe sur des tokens qui peuvent être sur n'importe quelle blockchain, Ether, Bitcoin et autres. Et chacune des blockchains ont leurs propres choses intrinsèques qui gèrent en interne les transactions, les envois. Wakweli ne s'interface pas là. Wakweli crée un certificat qui va pointer sur un token sur une chaîne et un actif. Et en fait, là où on gagne potentiellement du rendement finalement, c'est en mettant cette assurance que l'actif est un original et pas un faux. Et c'est ça qui rapporte en fait des tokens dans le circuit en interne sur sa propre blockchain, mais qui permet de pointer un jeton qui se trouverait sur une autre blockchain. Ok, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant, même si toujours un tout petit peu complexe. On parle blockchain, tu as parlé Ethereum, on va d'ailleurs en parler ici, c'est aussi synonyme de décentralisation, bien évidemment, et on est au cœur du sujet. Donc Wakwili utilisera la sécurité et la décentralisation de la blockchain. Polkadot, bien que Wakwili reste nativement multi-chain, c'est exactement ce que tu as dit préalablement, ce ne sera pas que sur du Polkadot ou que sur la blockchain Polkadot, ça reste nativement multi-chain. Le réseau protocolaire Polygon, donc Matic, qui est bien connu de la communauté pour la partie transactionnelle. Pour cela, on est d'accord. Maintenant, la blockchain, c'est aussi des transactions, c'est aussi de la gouvernance, c'est aussi des cas d'utilisation, c'est aussi des récompenses. Sur ces points-là, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du jeu au niveau de Wakweli et de son futur token? On va d'ailleurs en parler juste après. Comment ça s'inscrit et quelle est la vision de Wakweli par rapport à ça? Tout à fait. Donc, donc tu as mentionné plusieurs noms de blockchain. Alors, Wakweli se passe en deux phases. On a la première phase centralisée, entre guillemets, en fait, où là, on va utiliser Ethereum et Polygon. En fait, la théorie des jeux, donc le concept de proof of democracy, au début, sera accompagné par nous.
parce qu'en effet, trouver cet équilibre qui fait que les gens sont incentivisés à dire la vérité et pas mentir, il y a un point d'équilibre à trouver, c'est-à-dire de combien il faut payer les utilisateurs pour qu'ils fassent du travail correct et qu'ils n'essayent pas de mentir. Quel est le point de stabilité? Donc, la première phase, on teste le protocole de manière centralisée. Donc, on a toujours un bouton rouge, nous, sur lequel on peut appuyer si on voit qu'il y a de la fraude. Pour sûr que c'est de la fraude, on peut aller changer et puis dire ah non, bah, là, il y a eu prise de pouvoir d'un groupe qui essaye de tromper le système. Donc, la première version du protocole va être en fait un testnet en production ou un réseau Canary qui sera déjà utile pour la certification, qui est complètement fonctionnel, qui utilise Polygon et Matic pour le transactionnel, pour l'achat de tokens, etc. Et puis, une fois qu'on a cet équilibre qui est trouvé, qui fait que les gens jouent avec le protocole dans les règles et n'essayent pas d'attaquer le protocole, ou disons que le protocole s'autorégule correctement pour ne pas être attaqué, on va passer en complètement décentralisé et là, on va lancer une chaîne, une blockchain complète euh, en utilisant les technologies de Polkadot, donc Substrat, qui permet en fait d'avoir en fait sa propre blockchain en utilisant beaucoup de modules qui sont déjà créés et utiles, notamment en termes de gouvernance, de vote, etc. Et là, on passera sur du purement décentralisé. Là, il n'y aura plus de bouton rouge, comme pourrait faire finalement au Bitcoin, où personne ne peut dire je change les règles du réseau parce que pour telle ou telle raison. Donc deux phases distinctes. La première phase, on va dire canary de test avec possibilité pour nous d'appuyer sur le bouton rouge quand quelque chose ne va pas. Et la deuxième phase complètement décentralisée sur Polkadot. Ok, merci pour ça. C'est intéressant quand tu parles de boutons rouges. Il faut savoir que, bah oui, Ethereum, Polkadot, Bitcoin et bien d'autres encore, beaucoup de blockchains d'infrastructure n'ont plus ce fameux bouton rouge, à la différence des stablecoins, hormis le DAI, éventuellement Circle, mais il est vrai que Tether, avec l'USDT, il existe encore ce fameux bouton rouge et qui met en fait à mal cette idée même de décentralisation qui n'est pas une blockchain décentralisée, en tout cas au niveau du protocole, au niveau de l'USDT, et c'est quelque chose en fait dans notre quotidien qu'on ne voit pas toujours ou qu'on n'intériorise pas, mais il faut quand même le garder en tête, puisque c'est là toute la différence. Et celles qui survivront demain, hein, ces blockchains-là, seront très probablement les blockchains les plus décentralisées. On va aller un tout petit peu plus loin dans le token, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, puisqu'on a même la possibilité de l'acheter bientôt, hein, même s'il n'est pas encore complètement lancé. Donc il utilisera d'ailleurs la preuve de démocratie, tu en as parlé juste avant. Peut-être tu pourrais nous en reparler pour bien redéfinir les différences entre Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Democracy, etc. J'ai parcouru assez rapidement le livre blanc, j'ai noté quelques cas d'utilité par rapport au token qui s'appellera donc le Waku. Émettre un certificat, maintenir la validité des certificats sur la blockchain, contester un certificat, élire des certificateurs, élire des juges, récompenser les titulaires, faire des propositions de mise à jour de la fonctionnalité de la blockchain Wakuli, voter ces propositions de la gouvernance de la fondation, envoyer des transactions sur la blockchain, etc. etc., etc. Est-ce que peut-être j'ai oublié des choses? Parce qu'à mon avis, les cas d'utilité de ce token est probablement comme sa blockchain infinie, ou en tout cas des cas d'utilisation. Peux-tu nous en dire très rapidement davantage? Est-ce que c'est réellement indispensable? Et c'est toujours ça, en fait, ce qui nous intéresse, le token par rapport au service que tu vas proposer demain à ces certifications. Puisque on va le voir hein, tout à l'heure avec Antoine qui nous fait une démonstration de certification d'un NFT. Bon, bah, je crois qu'il n'utilise pas le token Waku puisqu'il n'est toujours pas encore libéré. Est-ce que réellement le token sera indissociable dans l'idée que la blockchain soit complètement décentralisée par rapport au service que tu proposes? Est-ce que tu nous en donner un petit mot là-dessus? Oui, alors, euh, la, je pense que la différence fondamentale, euh, c'est les monnaies de protocole et puis les app tokens ou les jetons d'application.
Donc, il y a énormément de projets, et je suis dans la blockchain depuis un bon moment, et j'en ai fait aussi pour Space of Genesis, qui en fait crée un jeton qui s'appareille à potentiellement les revenus d'un produit ou d'un jeu, par exemple. Et il y a les jetons natifs. Typiquement, Bitcoin, Ether ou Solana sont des jetons natifs. L'utilité pour avoir un jeton natif, l'utilité, c'est que le jeton doit être le centre nerveux du protocole. Donc, et dans un protocole décentralisé comme le Bitcoin, son utilité, il y a en fait, on lit très rarement quelqu'un qui dit quelle est l'utilité du Bitcoin, mais l'utilité du Bitcoin, c'est de payer les frais, payer le gaz, ce qu'on appelle le gas fee. Donc, en fait, le Bitcoin ou l'Ether, sa vraie utilité, c'est de pouvoir faire une écriture sur ce registre décentralisé. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment un jeton qui est fondamental dans le protocole. Et pour Wakweli, l'idée est la même, c'est que vu qu'on vient avec le proof of democracy, le protocole lui-même a besoin d'avoir un jeton natif parce que c'est lui qui va régler l'unité de confiance qu'on met dans les certificats. Parce que contrairement à ce qui se fait par exemple dans le proof of stake, où on peut mettre un stake et puis retirer un stake, là on met pas un stake dans un smart contract, mais sur un certificat sur le travail humain. Et en fait, c'est le nombre de tokens que j'immobilise dans le certificat, ça va être la valeur du certificat et la garantie qu'il y a dans le certificat. Un peu de la même façon, si je paye beaucoup d'Ether pour une transaction, cette transaction sera validée très vite par le réseau parce que les mineurs auront envie de prendre cette transaction qui leur paye beaucoup de gaz. Sur Wakweli, donc si je mets beaucoup de Waku dans une demande de certificat, donc admettons que je suis Disney et j'ai envie de faire certifier le personnage Dark Vador, par exemple, je vais mettre beaucoup de Waku. Potentiellement, ça va intéresser et attirer beaucoup de certificats, de certifiers qui voudront mettre aussi des tokens parce que c'est un personnage très connu, c'est un personnage qui est très souvent copié, donc potentiellement qui va générer beaucoup de faux et de buzz autour. Donc, le token est essentiel au fonctionnement du protocole parce qu'il va se trouver après dans le certificat et euh, plus il y a de tokens, plus la sécurité est élevée autour de ce personnage parce qu'aussi, les gens qui vont vouloir trouver la fraude, potentiellement, il y aura un bounty, donc un bonus à gagner qui est extrêmement élevé. Si Disney met 1 million de Waku et disons que ça vaut 1 million de dollars, par exemple, eh ben, celui qui arrive à prouver que c'est un faux, potentiellement gagne 1 million de dollars. Donc, tout comme dans une transaction Ether, la transaction ira plus rapidement avant d'être validée, dans Wakweli, le certificat aura d'autant plus de confiance qu'il a beaucoup de Waku dans le protocole. Et une chose que je vais ajouter, c'est qu'il y a aussi un système d'électeurs, donc ceux qui vont certifier les actifs vont en fait, parce que pas tout le monde ne va être capable de certifier, donc en fait, on va déléguer nos Waku à des certifiers, donc des gens en qui on a confiance. Ça se fait aussi dans les blockchains type Proof of Stake, où on va déléguer nos tokens à un nœud en quel on a confiance. Là, on va déléguer nos tokens à quelqu'un en qui on a confiance pour certifier et qui va en fait avoir un plus fort pouvoir d'élection et un plus fort pouvoir de jugement. Donc, le token, tout comme le Bitcoin ou l'Ether, c'est vraiment natif au protocole et c'est pour ça qu'on a besoin d'un jeton natif
pour pouvoir faire fonctionner le processus de démocratie. Ok, mes tokens que j'aimerais éventuellement mettre à disposition d'un certificateur, hein, qui peut être en fait plutôt décisionnaire, est-ce que je conserve toujours mes tokens? Non, il faut vraiment que je lui livre. Est-ce que c'est un smart contract qui va être créé directement pour lui fournir mes tokens? Un petit peu à l'image des validateurs Ether comme Lido par exemple ou sur Cosmos. Comment ça marche pas, concrètement? Comment je fais ma délégation de tokens Waku par rapport à un certificateur? Est-ce qu'il y a des, je vais dire une bêtise, des ST Waku qui vont être créés? Est-ce qu'il y a, comment ça marche? Alors, contrairement à l'Ether, par exemple, ou autre proof of stake, on ne peut pas retirer son stake, ce qui est normal parce que si je mets en enjeu que 1000 $, que telle œuvre est un original, demain, je ne peux pas retirer cette garantie une fois que l'acheteur aura pris acheté l'œuvre, par exemple. Donc, une fois que j'ai donné ma parole, elle est donnée. Je ne peux pas la retirer. Par contre, le yield, donc ce que va gagner celui qui a certifié, qui a mis en enjeu, est assez élevé. Et il va en fait pendant un temps être en négatif, mais rapidement, au bout de 6 mois, ça ce sera calibré pendant les phases de test, peut-être ce sera 3 mois, au bout de 6 mois, on sera positif. Donc on gagnera plus que ce qu'on a mis. Mais pendant une période, en fait, nos tokens sont à disposition pour quiconque arriverait à prouver que l'œuvre n'est pas authentique. Donc, une fois qu'on a mis nos tokens dans le certificat, on ne peut pas les retirer. Et lorsque je suis électeur, donc lorsque je vais confier mes tokens à un certifier, en fait, ça va aller dans une pool de certification. Donc, le certifier, lui, va devoir mettre de ses propres tokens en enjeu pour partager le risque. Parce que si il prenait que ceux de ses électeurs, ben, il prendrait aucun risque personnel. Donc, il va mettre ses propres tokens et les électeurs vont matcher, donc vont mettre une somme égale à ce que le certifier a mis. Et à ce moment-là, donc lorsque le certifier va décider de prendre des tokens, il va prendre des tokens qui se trouvent dans la pool, donc à sa disposition, qui sera de moitié ses propres et la moitié de ceux de ses électeurs, pour le mettre dans le certificat. Par contre, celui qui met des tokens dans la pool a la possibilité de les retirer à tout moment, dès le moment qu'ils n'ont pas été investis dans des certificats. Dès le moment qu'ils sont investis dans les certificats, on ne peut plus les retirer et on attend du coup le fruit des intérêts que le certificat rapporte. Ok, sachant que le Waku a une offre limitée, comment en fait je reprends ton exemple de Vador. C'était un exemple très bon. Je mets 1 million de Waku, mais aujourd'hui Waku vaut un certain prix. Peut-être que dans 5 ans, ce sera vraiment la référence de la certification des NFT, de la tokenisation, même des biens immobiliers. On pourra même en parler ensemble en fin d'échange. Comment en fait on se dit qu'une valeur a été... dans 5 ans, le Vador vaudra en fait finalement une certification délirante. Mais je récupère en fait au bout de 6 mois. Comment c'est calibré dans le protocole? Parce que si c'est 100% décentralisé, est-ce qu'il y aura quand même une forme de gouvernance pour dire non, c'est plus 6 mois, c'est 1 an, non, c'est plus 1 an, c'est 3 mois? Comment ça s'articule? Je sais qu'on rentre dans la technique et peut-être qu'on perd pas mal de personnes, mais je pense que c'est fondamental et on a la chance en fait d'avoir Shaban devant nous. Mais autant lui poser toutes les questions quand on y est et de rentrer vraiment dans l'ultra détail, parce que je pense que c'est aujourd'hui en tant qu'investisseur ce que je demande finalement, et on a ce lien privilégié, autant en profiter. Est-ce que tu peux répondre à ça, ou peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, c'est juste pour parce que j'ai peut-être dans mon esprit il me manque quelque chose, il manque une brique, peut-être que tu la vois et éventuellement répondre par rapport à ça. En effet, c'est une très bonne question. Donc, la valeur du Waku, en fait, reflète sa valeur non spéculative, en fait. Ça reflète la demande totale de certification et de garantie. Donc, plus il y a de personnes qui demandent des certificats, plus la valeur unitaire du Waku va augmenter parce que l'offre reste la même et reste limitée.
de la même manière, et je reprends cet exemple, mais la vraie valeur du Bitcoin ou de l'Ether, c'est la demande totale d'utilisation de gaz du réseau. Donc, de la vraie utilisation du réseau, c'est-à-dire les frais que les gens sont prêts à payer pour inscrire une transaction dans ce registre immuable. Donc, la valeur du WAKU c'est la demande totale de certification. Lorsque on immobilise des WAKU dans un certificat, on a en fait un gain, une inflation, donc un reward qui est distribué aux personnes qui ont staké. Et ce gain, donc au départ, il est très très rapide. Donc on a une courbe qui comment est-ce qu'on dit, asymptotique. Donc au départ qui est très rapide et après qui se stabilise. Donc en fait, celui qui paye le travail des certificateurs, c'est celui qui va demander le certificat. Donc, celui qui a besoin de certifier son actif va payer le réseau. Donc, par exemple, il paye, admettons qu'un WAKU vaut 1 euro. Il va payer 50 WAKU pour certifier. Le certifier va mettre aussi 50 WAKU. Donc, celui qui a demandé le certificat, bah, ces WAKU, il ne les retrouve pas, c'est normal parce que c'est lui qui demande le service. Le certifier, lui, il va immobiliser 50. Et en fait, les 50 de celui qui a demandé le certificat vont être distribués over time, à travers le temps, va être distribué aux certifiers et aussi à ceux qui l'ont élu, aux certifiers et à ses électeurs. Donc, en fait, là, je simplifie, mais au bout de 9 mois, le certifier va recevoir 100 WAKU. Donc, les 50 qu'il a mis à la base, plus les 50 qui ont été mis par le requester. Ok, dans une idée que dans le temps, si mon œuvre n'est pas... comment on dit ça, n'est pas... j'ai plus le mot. Dénoncé, voilà, challenger, dénoncer. Voilà. Si mon œuvre n'est pas dénoncée au bout d'un certain temps, on peut certifier que bah, cette œuvre est véritable, réaliste. C'est ça. Ok, ouais, c'est ça qui me manquait. On peut même décider qu'elle est certifiée au bout d'un temps plus court, parce que si ça dépend en fait du nombre de personnes sur le réseau. Mais si personne ne l'a attaqué et que le réseau est très utilisé après une semaine, même si le certifier n'a pas reçu tous ces tokens, on est plus ou moins sûr que c'est un original. Donc plus le temps passe, plus la sécurité augmente. Et je refais un parallèle encore une fois, c'est pareil pour Bitcoin par exemple. Plus on a de confirmation du réseau, plus on est sûr que la transaction est immuable et immutable. Et c'est pour ça que quand on dépose sur les exchanges, ils demandent par exemple 10 confirmations de bloc, parce que ils veulent être sûrs que la transaction ne va pas revenir en arrière. Et donc plus on attend longtemps, plus on a de confirmations, plus on est sûr que le consensus s'est fait autour de cette transaction. Et c'est pareil pour le proof of democracy. Excellent. Bah merci. Ouais, j'avais vraiment cette petite brique-là qui me manquait. Tu as répondu parfaitement et je te remercie pour ça. On va passer à la suite. On a plutôt parlé un peu technique. On a été plutôt... c'est plutôt encourageant. Hein. C'est intéressant ce projet. En tout cas, moi, plus tu en parles et plus je me dis que je pense que c'est un projet qui vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Néanmoins, il y a une grande partie de la population qui est encore loin et éloignée finalement de ces technologies-là, et je le prends comme suit. La crypto, c'est un scam. Bitcoin, c'est un gros Ponzi. Les NFT, c'est de l'arnaque à la mode. Il y a plus de faux que de vrais. D'ailleurs, on parle dans les NFT, on parlait de propriété tout à l'heure, on va juste en reparler après, 80% de faux vis-à-vis des NFT. Il faut savoir que c'est pire que les cartes Pokémon, pour être tout à fait honnête avec vous. Nombreuses idées reçues alimentent donc nos lectures et renforcent nos croyances, qui sont finalement souvent erronées. Malgré cela, la vérité n'est jamais éloignée.
Wakwili, on l'a bien compris, va certifier mon NFT. On est bien d'accord que c'est un vrai, en tout cas il sera certifié, même si celui-ci ne vaut plus rien. Eh oui, mon NFT, je prends un Boahead qui valait 1 million de dollars. Aujourd'hui, s'il en vaut 13 000, j'ai perdu énormément d'argent, il vaut pas zéro. Mais la certification, elle, sera toujours là et encapsulée, sera déterminante par rapport à la viabilité de mon produit que j'ai entre les mains. Peut-on aller beaucoup plus loin par rapport à ça? Des biens tokenisés comme dans l'immobilier par exemple, des services numériques, des objets digitaux accessibles dans le web, dans le métaverse, etc. En fait, je vais essayer de le résumer d'une phrase extrêmement simple. Quel est le champ d'action de Wakwili, son marché et son potentiel? On parlait de 16 000 milliards de dollars. Ça, c'est l'effet waouh. Est-ce qu'on peut mettre quelques mots sur ce marché-là, sur cet effet waouh? Oui, euh, tout à fait. Alors, le, je vais prendre une allégorie que j'aime bien utiliser. Euh, pour moi, j'aime bien comparer l'invention d'Internet dans l'humanité à l'invention de l'écriture et à l'invention de la blockchain à l'invention des mathématiques. Donc, pour en revenir, l'écriture, donc à la préhistoire, euh, une fois une fois qu'on est arrivé au stade de l'écriture, on a pu transférer l'information à travers le temps et l'espace. Internet nous a permis de le faire de manière instantanée à n'importe quel endroit du globe. On a encore assez peu de recul entre l'invention d'Internet et maintenant et les changements de l'humanité, mais on est déjà témoin qu'il y a énormément de choses qui ont changé de façon de travailler, de façon de vivre avec Internet. Euh, L'invention des mathématiques à la blockchain. Alors, avant, à la préhistoire, avant l'invention des mathématiques, on vivait dans des petits villages, euh, une quinzaine de personnes, vingtaine de personnes. Et en fait, tout le monde, la propriété des actifs, donc un champ, une maison, était réglée dans l'esprit des gens. Donc, si Pierre avait une maison, euh, je savais que c'était la maison de Pierre parce que on se connaît tous dans notre tribu. Et si j'échange mon champ contre une maison, on s'assoit autour du feu, on l'annonce à tout le monde et puis la transaction est effective. Euh, L'invention de l'écriture nous a permis de vivre dans des villes plus grandes. Invention d'écriture et mathématiques, parce qu'en fait, on a pu écrire dans des registres, ce qui se fait encore aujourd'hui, la propriété. Donc, ça veut dire que je peux vivre dans une ville sans savoir exactement à qui appartient cet immeuble, à qui appartient cette parcelle de terrain, parce que c'est écrit quelque part et c'est comptabilisé quelque part. Et donc, je peux commercer et vivre à une échelle locale, à l'échelle de ma ville. Avec l'invention de la blockchain, de la même façon, on ouvre la possibilité d'interagir avec un espace plus grand, instantané, mondial, une sorte de cyberespace. En fait, on peut commencer à commercer avec des gens qui sont aux quatre coins de la planète. On peut, sans la blockchain, on peut aussi avec juste Internet, mais il y a toute la question de propriété qui peut être assez compliquée. Si je crée une œuvre numérique, que je la distribue dans un métavers, à qui est-ce qu'elle appartient exactement, à qui a la paternité, si jamais il y a une action en justice, quel tribunal est compétent, si tout le monde est anonyme et décentralisé, d'autant plus. Donc, on a un changement de paradigme extrêmement important. Euh, Là où les blockchains font office de registres qui nous permettent de vivre dans une grande ville, Wakweli fait office, on va dire, de notaire et de cour de justice dans un monde en fait décentralisé. C'est-à-dire cette garantie, et ça tout le monde en a besoin, on a besoin d'avoir confiance dans l'actif qu'on achète parce que on va avoir de plus en plus
de contenu qui est créé et qui me garantit que c'est pas une œuvre volée, que j'ai bien la propriété intellectuelle. On parle énormément de l'IA, des créations assistées par ordinateur. Euh, qui va me certifier dans un monde où j'interagis avec une personne que je connais pas du tout, qui est juste un pseudonyme, que c'est bien elle qui a créé l'œuvre et pas une intelligence artificielle, par exemple. En fait, tout ce type de besoin fait partie d'une réponse générale à notre besoin de vivre et de commercer dans une ville, au type de ville qui est plus grande, qui sont le cyberespace. Alors, je sais que c'est assez abstrait, c'est assez abstrait ce que je dis, mais c'est, on va dire, beaucoup en avance dans la vision. C'est que les blockchains sont déjà devenus incontournables. Alors, on peut avoir un avis contre ou pour, mais dans la pratique, même si on est contre, en fait, on ne peut pas agir contre, même comme la déferlante Internet, euh, on ne peut plus revenir en arrière. Le besoin de Wakweli, en fait, de certifier, de garantir, c'est un besoin qui est là et qui va se faire sentir de plus en plus. Et je suis assez certain que Wakweli, c'est le premier, de la même façon que Bitcoin a été le premier à faire un ledger, Ethereum a été le premier à faire des smart contracts, qu'il va y avoir d'autres qui vont suivre avec des gouvernances différentes ou des approches différentes. Mais le besoin de sécurité, on va dire pas dire d'un tribunal, mais d'avoir un protocole qui garantit aussi un peu ses droits et sa propriété intellectuelle, va être un besoin qui augmente. Et plus on tokenisera de choses, ce qui est en train de se faire, et ça je l'invente pas, et plus on aura besoin de sécurité là autour. Excellent. J'ai une question à te poser. Je suis vice-président de la marque chez Disney. Division Marvel, super-héros, et je vois de plus en plus de fanbooks ou de fan art tokenisés en NFT sur OpenSea, sur des marketplaces, même sur Binance Marketplace NFT ou sur Bybit et que sais-je encore. Mes personnages sont recréés via Midjourney. On a parlé d'un générateur d'ailleurs IA tout à l'heure et Midjourney en fait partie. Il y en a bien d'autres encore qui sont disponibles et c'est un vrai boom d'ailleurs et d'utilisation à travers la planète. En somme, en fait, je suis doublement victime. Je brandis à la fois, moi, mon copyright. Hein, moi, copyright, c'est moi, je suis vice-président de la marque et des images chez Disney ou du copywriting. Et derrière, en fait, on m'explique que non, ça a été validé par Wakwili et c'est certifié par Wakwili. Donc, en plus que je me fais copier, et ben en fait, j'attaque frontalement les artistes, mais les artistes m'expliquent que non, ils ont la légitimité parce qu'ils ont été certifiés. Comment Wakwili, en fait, peut-il m'aider? Ou est-ce que je suis finalement doublement victime? Car finalement, en plus d'avoir volé, voire violé mes œuvres et mon copywriting, bah, les œuvres sont certifiées par Wakwili. Tu comprends un petit peu le cheminement. Grosso modo, moi, la tokenisation des usages, ça m'intéresse pas, j'y suis pas, j'ai un certain âge et je suis bientôt à la retraite et je suis vice-président de la marque chez Disney. Comment on peut m'aider ou est-ce que bah, en fait, je suis complètement dépassé et j'ai pas le choix? Alors, le, ce qui, ce qui est ce qui est important de voir, c'est que dans le cas présent, le Wakweli protège, est censé protéger aussi le consommateur, donc celui qui va acheter l'œuvre, et aussi par extension la marketplace qui va la vendre. Donc, en fait, et je vais prendre une affirmation forte, mais dans quelques années, les marketplaces ne prendront plus d'assets qui ne sont pas certifiés Wakweli. Et pourquoi ils ne les prendront plus? Parce qu'en en fait, autoriser n'importe quel actif, ça leur demande énormément de travail parce que justement Disney est derrière eux en disant là il y a un faux, les utilisateurs se font scammer, les droits de propriété intellectuelle sont bafoués. Donc en fait le besoin de Wakweli va se faire sentir. Et par exemple, ah oui, MetaMask, par exemple, aujourd'hui, quand j'interagis avec un contrat,
je peux assez facilement me faire arnaquer interagissant avec le faux USDC, par exemple. Mais en fait, si on avait des choses qui sont certifiées par Wakweli, euh, MetaMask pourrait même empêcher la transaction avant qu'elle se fasse en disant attention, vous interagissez avec un contrat qui n'est pas certifié. Maintenant, dans le cas du président de Disney, normalement, les œuvres de Disney qui sont protégées ne devraient pas se faire certifier par Wakweli. Donc, si le réseau fonctionne correctement, elle ne devrait pas avoir de certificat parce qu'elle viole les droits de propriété intellectuelle de Disney. Et ce que peut faire le président, c'est qu'il peut challenger le certificat et dire non, c'est un faux, j'ai la preuve que je suis le tenant des droits, voici la preuve, et potentiellement, il va gagner les Waku qui étaient immobilisés dans le certificat en garantie. Donc, ça lui permet de récolter, s'il devait rester des faux Disney certifiés, ben, il pourrait très facilement récolter l'argent qui a été mis en gage dedans. Donc, a priori, si le réseau fonctionne bien, même avant que M. Disney voit qu'il y a un faux, il devrait être détecté très rapidement par Wakweli et écarté des places de marché, des wallets ou tout autre. L'opportunité pour Disney, elle se trouve plutôt là, je dirais, c'est d'autoriser de faire du fan art officiel. Et ça, c'est extrêmement délicat parce que les marques aiment beaucoup le fan art parce que ça permet de développer un personnage, de la notoriété du personnage. Par contre, la complexité, c'est que il faut pouvoir suivre chaque chose qui sont créées par la communauté. C'est énormément de travail. Un, est-ce que c'est compliant avec les règles de la marque? Et deux, comment sont réglés les droits de propriété? Est-ce que c'est vendu? Est-ce que c'est pas vendu? Est-ce que moi je touche une commission dessus ou pas? Euh, L'opportunité pour Disney, c'est de dire par exemple, je vends un Batman tokenisé et quiconque possède un token de ce Batman a le droit de créer un nouveau token pour un metaverse, par exemple, a le droit de faire une représentation dans The Sandbox et le vendre sur une marketplace et me rétrocéder tel montant de manière automatique, codé dans le smart contract, tel montant de royalties. Et à ce moment-là, en fait, on peut avoir, donc le premier Batman est certifié par la communauté, ainsi que ses règles d'utilisation sous-jacentes. Et lorsque Monsieur Durand voudra faire un Batman pour le mettre dans The Sandbox, par exemple, il va faire référence au certificat original émis par Disney et va dire bah, voici ma version, je suis compliant avec les règles, je les suis, voici comment je fais, et il va pouvoir demander un certificat comme quoi sa création est compatible avec la volonté de Disney. Et donc, du coup, le certificateur va pouvoir voir et va pouvoir valider. Et lorsque, en bout de chaîne, on aura un métaverse qui verra tout d'un coup un Batman, par exemple, mis en vente dans leur market, ils n'auront pas besoin d'aller chercher, savoir qui est l'ayant droit, qui a donné le droit, pourquoi, afin de faire quelle chose. Tout est en fait disponible et visible dans le certificat Wakweli. Et ça, en plus de tout ça, c'est ça la vraie force, je dirais. Merci Shaban pour toutes ces explications. La boucle est donc bouclée. On est revenu quasiment à notre point de départ de toute ta vision globale et des prochaines années et des années futures vis-à-vis de Wakweli. Je m'inscris complètement dans cette logique. Honnêtement, je suis très content d'être tombé sur ton projet et qu'on ait pu discuter ensemble. Et j'espère réellement, même si c'était peut-être un peu technique, apporter beaucoup de valeur à la communauté. Vous êtes actuellement levé de fonds. Je me rappelle et j'ai lu que vous aviez levé déjà plus d'1 million de dollars il y a quelques mois en arrière et j'espère que vous avez fait bon usage de cette première levée. Vous avez en fait actuellement sur le Waku, donc le token,
que vous allez mettre en place et distribuer à l'ensemble de la communauté 1 milliard de tokens pour une cap à peu près de 15 millions de dollars si on prend la seed et la private size. Vous cherchez donc à lever, d'après calcul assez simpliste, entre 4 et 5 millions de dollars. Actuellement pré-sale 0,015 et ce sera 0,06 centimes pour le listing. Si tu as quelques informations sur éventuellement un exchange qui pourrait nous intéresser, n'hésite bien évidemment pas à nous en parler. Donc c'est prévu pour début 2024. Ça, ce sont des sources que j'ai eues et que j'ai lues par rapport à d'autres interviews qui avaient déjà été réalisées un peu partout. En tout cas, j'espère que cet événement est et sera couronné de succès. Je ne sais pas quand est-ce que ça se finit. J'aimerais d'ailleurs que tu nous en parles également. Personnellement, moi, je vais y participer. Tous les projets, je le dis, je le rappelle, que j'aborde sur la chaîne, je suis personnellement investisseur. Et honnêtement, Wakwili a peut-être quelque chose un tout petit peu en plus par rapport à cette technicité. Et honnêtement, je suis très heureux de t'avoir et d'être rentré dans la technique parce que c'est rare d'aller chercher aussi profondément dans les fondamentaux et dans la vision des projets et ça nous semble palpable. En tout cas, personnellement, ça m'a semblé réellement palpable. Pour celles et ceux qui sont intéressés par cette levée de fonds, partez du principe qu'il y aura toujours une période de vesting entre 9 et 12 mois, 36 mois pour la team, donc avant de percevoir vos tokens, vous avez du temps. Nous, on le sera un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot très rapide par rapport à cet événement? Comment ça se passe au niveau de cette side? Est-ce que c'est un succès pour le moment? Est-ce que vous visez beaucoup plus loin? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Tu peux nous en parler un petit peu, on finira là-dessus. Alors, on a, comme tu l'as dit, on a closé fin d'année dernière un round de 1,1 million avec Funfair et Summit qui ont été nos investisseurs principaux. Et donc là maintenant, on est sur une levée stratégique de 3,9 millions, composée de deux parties. Donc la stratégique Early à 1,5 million de tokens, pour laquelle on est déjà à 60% rempli. Et en fait, vu les demandes de la communauté en fait de pouvoir participer au même au même tarif que les investisseurs professionnels, on a décidé du coup de l'ouvrir à la communauté pour qu'ils puissent participer. Parce que encore une fois, ce qui est vraiment important dans ce projet, c'est la décentralisation et c'est qu'il y ait le plus de diversité de personnes et aussi d'opinions différentes. Donc, on a décidé de l'ouvrir aussi à la communauté avec les mêmes termes que les investisseurs actuels, une petite allocation euh, pour pouvoir en fait onboarder suite aux demandes de la communauté. Et donc on est à 60% de cette partie-là et après on a encore du coup la dernière partie à lever probablement avec des partenaires stratégiques. Ce serait l'idéal. Le projet est très ambitieux, donc encore une fois, c'est du profil d'un Solana, d'un Ethereum, par exemple, ou d'un Polkadot qui ont fait leur levée. Euh, une fois qu'on aura terminé cette première phase, on va dire centralisée, l'idée de créer une fondation, une association qui va lever encore pour le protocole et en fait de distribuer des grants, donc distribuer des incentives aux builders, donc les gens qui vont en fait utiliser le réseau pour des cas spécifiques. Donc c'est ce qui se fait vraiment dans les projets de type infrastructure. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est très early. Souvent, c'est des choses qui sont pas accessibles, on va dire, communautaires, parce que c'est plutôt d'abord les professionnels, les VC qui viennent pour participer. Et puis, en fin de chaîne, on a ce qu'on appelle les retail, donc les personnes comme vous et moi. Donc là, on voulait un peu casser aussi cette dynamique et d'onboarder un peu la communauté pendant la private sale. Donc, ce qui est encore une private sale. Donc, c'est avant d'être sur un launchpad et autres. Donc, on a aussi du coup un KYC à passer, etc. Mais on a la chance d'être, on va dire, en avant-garde
du protocole. C'est aussi, disclaimer, c'est aussi plus risqué parce que c'est au tout début, mais c'est là où on a en fait, les jetons au meilleur prix que par rapport au moment du listing. Ouais, l'objectif ici est ni plus ni moins de capturer en fait la principale valeur finalement du projet qui devrait, et on l'espère, hein, en tout cas moi je l'espère personnellement, qu'elle soit complètement libérée dans les prochains mois ou prochaines années. Le token sera donc disponible début 2024, t'as pas vraiment de date par rapport à ça, et éventuellement un exchange pour les launchpads, etc. On peut parler de très gros exchanges, on peut parler des exchanges beaucoup plus modestes peut-être. Est-ce que tu as des idées là-dessus ou c'est encore au stade de la réflexion? Alors, on est en discussion avec pas mal d'exchanges différents. On évalue en fait qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Alors, dépendamment du listing, les prix est différent et puis la politique aussi des exchanges, elle est un peu différente, certaines, on va dire, très agressifs. Euh, donc, vu qu'on a une approche plutôt transparence et, euh, et fiabilité, on n'a pas envie de travailler avec un exchange qui va pumper le token pour s'en mettre plein les poches juste après. Donc, on est assez euh, euh, on prend le temps avant de décider avec qui on va travailler au niveau des exchanges. Donc, je peux encore révéler personne, euh, mais, euh, mais c'est en travail. Ok, merci en tout cas Chaban pour tout ça. Vous avez compris, ultra early. Si ça vous intéresse, vous aurez donc tous les liens dans la description. Je suis personnellement investisseur de ce projet, mais je ne mets bien évidemment pas tous mes œufs dans le même panier. Je fais confiance à cette vision et à une réponse d'une réelle problématique qui est très claire, en tout cas, et que j'espère pour nous maintenant avec un N majuscule, est beaucoup plus clair, quelque chose qui existe réellement, et des cas d'utilité qu'on a pris le temps d'échanger avec Chaban. Et j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec ça et avec toi. Merci en tout cas pour ton temps. Je te souhaite une excellente continuation. Et pour tous les autres, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao. Merci beaucoup, Vincent.